ChatGPT est l'une des plus grandes révolutions de notre siècle. Pourtant, après quelques mois d'hystérie, la tendance est un peu retombée. On teste 2 ou 3 prompts, ça marche pas trop, du coup on abandonne. Pourtant, c'est la fenêtre d'entrée vers le futur et tu te dois absolument de le maîtriser. Dans cette vidéo, on va tout parcourir sur ChatGPT. Les bases, la science du prompting, la méthode TOT, la personnalisation, comment apprendre avec ChatGPT, l'utiliser pour résoudre des problèmes, brainstormer, gagner du temps, découvrir les plugins et l'automatisation dans la formation gratuite la plus complète jamais publiée sur YouTube. Tu regardes la formation ultime de ChatGPT, bienvenue. Donc maintenant on va voir comment est-ce qu'on setup tout ça. La première chose à faire, c'est d'aller sur chat.openai.com. Donc là on clique sur sign up, c'est très facile. Ensuite on remplit son adresse. Avant d'aller plus loin, petite chose à voir quand même, c'est au niveau de la plateforme. Donc pour ça vous tapez ici plateforme.openai.com et vous allez être redirigé vers votre compte côté plateforme et c'est là où vous allez pouvoir aller chercher les clés API. Parce que ChatGPT c'est l'interface visuelle un peu no code, mais vous avez aussi la possibilité d'aller chercher les clés API. Donc ici j'en ai plein, on peut en configurer autant qu'on veut et c'est ça qui va nous servir à déclencher des automatisations. ChatGPT c'est l'interface visuelle et GPT c'est le modèle qui est derrière et on peut l'atteindre d'une manière directe avec ChatGPT ou d'une manière indirecte avec les clés API. Donc maintenant que c'est fait, on peut retourner directement dans ChatGPT et petit tour du propriétaire. Donc moi j'ai la version 4, si vous n'avez pas la version 4, vous aurez la version 3.5. Donc la version 3.5 elle est tout à fait capable, elle est juste que c'est meilleur avec GPT-4, mais vous êtes capable de faire la plupart des choses qu'on va voir. Donc ça se présente de la manière suivante, vous avez juste une barre de recherche ici qui va vous permettre de mettre des informations et ça va nous permettre d'interagir, donc d'interagir de manière directe ou d'interagir de manière en follow-up, c'est-à-dire dès lors que vous allez avoir une réponse de pouvoir préciser, corriger. Donc là par exemple si on fait je sais pas quelle est la race de chien la plus proche du lévrier italien, et là il va répondre automatiquement c'est le lévrier anglais, ils ont des similitudes morphologiques. Une fois qu'on a cette réponse, on peut venir modifier la réponse. C'est quelque chose que pas grand monde fait, mais on peut modifier la réponse et dire par exemple quelle est la race de chien la plus proche du boxer. Voilà, et on fait ensuite hop, save and submit, donc avec commande entrée pour générer la deuxième. Et ensuite on peut venir jouer comme ça avec les différentes réponses sans pour autant ajouter des différents éléments ici. On peut juste venir comme ça et avoir plusieurs réponses pour plusieurs variantes de questions. Si on a une réponse qui nous convient et qu'on a envie de la garder quelque part, ne faites pas ça parce que ça va prendre la mise en forme. Faites plutôt ça, ça va copier-coller sans mise en forme le contenu qui a été généré. Vous pouvez aussi dire à OpenAI si vous êtes content ou pas content de sa réponse avec les petits pouces vers le haut et vers le bas, et vous pouvez régénérer quelque chose. Donc ça c'est un bouton qui va nous servir quand on va avoir des bugs sur ChatGPT, ça peut arriver si on va trop vite. Ensuite on a la barre latérale, donc c'est là où on va pouvoir générer justement des nouveaux chats. Pour créer un nouveau chat on vient ici et ça crée un nouveau chat, et ici on peut cacher la barre en cliquant sur ce bouton. Ensuite ici c'est là où vous allez définir votre plan, donc moi j'ai ChatGPT mais si vous n'avez pas, c'est là où vous allez pouvoir souscrire. Ensuite vous avez les custom instructions, donc ça on reviendra dessus plus tard, mais c'est une sorte de prompt qui est méta, c'est-à-dire qui est pour toutes vos conversations avec ChatGPT. C'est des prompts que vous allez pouvoir réutiliser dans chacun des chats et qui vont venir par-dessus les requêtes que vous allez faire à ChatGPT. Donc ça c'est très utile, mais vous inquiétez pas, on reviendra dessus plus tard. Et ensuite vous avez tous les réglages, donc vous pouvez choisir le thème en dark ou en light. Vous pouvez enlever tous les chats, vous pouvez activer les fonctionnalités bêta, plugin et code interpréteur. Donc code interpréteur c'est un moyen de traiter des jeux de données, de pouvoir faire des graphiques, etc., d'analyser les données en uploadant des fichiers, donc ça c'est très utile. Plugin ça vous permet d'interagir avec le monde extérieur avec d'autres outils. Et ensuite data controls, c'est là où vous allez pouvoir gérer les liens partagés, je vais vous montrer comment on fait ça, et exporter les données ou supprimer votre compte et sauvegarder l'historique de. Donc une fois qu'on a ça, on peut partager également un chat. On vient ici, on clique là et on peut partager le chat et automatiquement on peut aller le partager à quelqu'un. On peut renommer un chat pour bien s'y retrouver. Donc là par exemple je vais mettre chien 001 pour me rappeler. Je peux supprimer un chat et voilà. Donc ça c'est pour les choses de base. Et ici si on a GPT-4 on peut activer le code interpréteur ici on a une nouvelle fonctionnalité pour uploader des données, chose qui n'existe pas sur les autres. Et avec plugin on peut définir des plugins. Donc pour ça il y a un plugin store avec tout un tas de plugins. On reviendra dessus plus tard, mais on peut installer tous ces plugins pour justement faire plein de choses à partir de ChatGPT, donc comme communiquer avec un docs par exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà, c'est fini pour ce petit tour sur ChatGPT. Avant d'aller plus loin, j'ai créé une base de données de prompts en collaboration avec Softr, donc si elle est disponible, je vous laisse aller regarder dans la description.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'un prompt? Un prompt, c'est tout simplement ce qu'on va mettre dans la barre de recherche pour converser avec ChatGPT. Donc ça peut être un prompt direct pour lancer une discussion et ça peut être un prompt de follow-up pour continuer une discussion. Donc c'est un moyen de commencer ou de continuer une interaction avec ChatGPT en lui donnant plus de contexte, en le corrigeant, etc. Donc on peut utiliser ChatGPT pour lui demander une correction. Ici, je lui ai demandé de corriger une phrase en portugais. Donc là, il va analyser la phrase et ensuite la corriger. On peut aussi lui demander de brainstormer sur certaines choses. Donc là, je lui ai demandé 10 noms de vidéos YouTube, donc pour cette vidéo virale sur une formation de ChatGPT. Donc là, il me les génère. Ensuite, on peut lui demander de résumer un texte. Donc là, je lui ai fait résumer ce qu'est la définition d'une LLM. Ensuite, on peut lui demander d'écrire. Donc là, je lui demande d'écrire un article de blog sur pourquoi est-ce que le no-code est utile pour les entreprises. Je lui fais répondre à des questions. Donc là, quel est l'impact de la L-tyrosine sur la génération de dopamine? Je peux également lui demander de traduire des choses ou une assistance, par exemple, sur un logiciel de montage vidéo. Quand je sais pas faire quelque chose, je vais lui demander qu'il m'explique. On verra ça plus tard dans la vidéo. Mais évidemment, ça, c'est un bon début, mais ça suffit pas à vraiment maîtriser la science des prompts. Donc, comment est-ce qu'on peut maîtriser la science des prompts? La première chose à faire, ça va être de s'intéresser aux segments. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour avoir des bons prompts? En réalité, il n'y a pas vraiment de recette miracle ou de méthode magique. Il va falloir juste arriver à aligner ce qu'on veut avec ces mots. En fait, la capacité d'avoir des bons résultats dans ChatGPT, c'est juste avoir une bonne traduction entre ce qu'on veut extraire de ChatGPT et notre capacité à bien le prompter. Donc la science du bon prompt, elle va d'abord se résumer à donner un maximum de contexte. Dans cet exemple, je fais deux propositions à ChatGPT, une sans contexte et une avec contexte. Et on voit bien qu'en fait, en fonction de ce que je lui demande, donc si je lui demande quelque chose de générique, par exemple de me faire une publicité pour un MacBook Pro ou une publicité pour un MacBook Pro à destination des étudiants. Évidemment, si mon but originel était de faire une pub à destination des étudiants, je vais avoir de meilleurs résultats si je le précise. Ça paraît tout bête de dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui oublient en fait d'aller loin dans la précision du prompt. On verra plus tard comment est-ce qu'on peut introduire des segments pour les préciser davantage. Le but, c'est de vraiment prendre ChatGPT soit comme un miroir, soit comme un stagiaire, c'est-à-dire qu'il va être aussi bon que ce que vous lui transmettez. Si vous faites des conseils, par exemple, si vous donnez des conseils à un stagiaire et que vous savez mal expliquer, le résultat sera mauvais. Donc c'est à peu près la même chose avec ChatGPT. Il faut vraiment réussir à bien communiquer avec lui pour pouvoir avoir ce que vous voulez en retour. Donc c'est pour ça on va éviter tout ce qui est être flou, manquer de contexte, manquer de précision. On va justement essayer d'être précis, sauf quand on a envie qu'il exprime sa créativité. On verra ça plus tard. Mais dans 90% des cas, on a une demande précise, une requête précise. À ce moment-là, il va falloir être précis au niveau du contexte et des instructions. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'éviter de faire des fautes d'orthographe. Ça paraît évident, mais je vous ai mis un exemple quand même pour vous montrer la différence entre une publicité pour un Hackbook et une publicité pour un MacBook. On a des résultats évidemment différents. Dans un sens, il va comprendre ce qu'est le MacBook et il va faire une publicité en réflexion avec le MacBook, et dans l'autre, il va essayer de trouver quelque chose qui se rapproche le plus, mais forcément, il va passer un petit peu à côté. Donc faites vraiment attention aux fautes d'orthographe, faites attention aux mots un peu vulgaires, ça en général, il aime pas trop. Essayez d'être un peu académique dans votre façon de parler et vous aurez des meilleurs résultats parce que c'est comme ça qu'il se construit. Ensuite, on va essayer d'être méthodique en utilisant les segments. Donc les segments, c'est ce qui va diviser notre prompt en plusieurs catégories. On verra ça plus tard dans la partie dédiée aux segments justement, mais le but, ça va être d'essayer de diviser entre guillemets un prompt avec des bouts de phrases, et chaque bout de phrase aura un rôle à jouer dans le retour qu'on va avoir de ChatGPT. Donc ici, par exemple, j'ai demandé à ChatGPT d'évaluer les deux propositions. Dans un, j'avais fait un prompt plutôt générique et dans l'autre j'avais vraiment divisé en segments, et c'est comme ça que ChatGPT a réussi à me dire que dans la situation 2 en fait le prompt était beaucoup plus spécifique et du coup il laissait moins de place à l'interprétation. Et si vous voulez avoir des résultats précis, si vous avez une requête précise, il faut pas laisser de place à l'interprétation parce que c'est là où vous allez avoir des résultats flous qui vont pas convenir à ce que vous voulez. Donc c'est ce qu'il dit à la fin, il n'y a pas de meilleur prompt, mais il y a des meilleurs prompts en fonction de ce que vous voulez obtenir de lui. Évidemment, créer des prompts, c'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain, faut s'entraîner, faut en faire beaucoup. N'hésitez pas vraiment à toujours refaire et surtout à analyser, à le faire analyser vos prompts pour essayer de comprendre lequel fonctionne le mieux avec ChatGPT pour un résultat X ou Y. Si par exemple vous êtes satisfait d'une réponse, pensez à enregistrer le prompt. C'est quelque chose qu'on fait très peu, on le laisse, on l'oublie, etc. Il finit au fond d'un chat, mais essayez de sauvegarder le prompt si vous en êtes satisfait.
Alors maintenant, on va parler de la science des segments. Les segments, c'est une façon de diviser les prompts en plusieurs parties. Donc déjà, il faut identifier les types de prompts. Il y a les prompts qu'on va appeler simples. Ces prompts-là, ils vont être plus rapides, ils vont être adaptés au dialogue et ils vont laisser plus de place à ChatGPT pour avoir une réflexion. Et pour ça, on va donner une instruction, mais on va donner moins de contexte. À l'inverse des prompts avancés, où là, on aura plus de contexte et le but, ça va être de laisser plus d'autonomie à ChatGPT dans sa génération. Évidemment, ces prompts avancés, ils vont être moins rapides à générer, surtout avec GPT-4, et il peut y avoir plus d'erreurs parce que plus on va mettre de contexte et de paramètres, plus on peut avoir d'erreurs. C'est pour ça qu'il faut bien définir les paramètres ou autrement dit les segments. Alors pour comprendre les segments, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la phrase qu'on avait testée avec la pub de MacBook Pro pour des étudiants. Donc on va diviser ce prompt en 3 parties différentes. D'abord, il va y avoir créer une pub pour un MacBook. Donc ça va être l'instruction, c'est ce qu'on va demander à ChatGPT de faire. Ensuite, on va dire à destination des étudiants, donc ça c'est le contexte, on va lui donner un peu plus de contexte. Et ensuite, on peut rajouter un 3e segment, par exemple un objectif. Et donc là, on va dire que l'objectif, c'est de pousser notre offre de financement en 12 mois. Une fois qu'on a tout ça, on peut tester et voir ce que ChatGPT nous donne. Voilà, donc là, ChatGPT nous a généré une pub avec les 3 critères qu'on lui a donnés et on voit qu'en fait, il a bien respecté les 3 critères. Si on avait oublié l'un des autres, peut-être qu'il n'aurait pas mentionné par exemple l'offre de financement alors que c'est quelque chose qu'on a envie de pousser. Le réflexe habituel quand on commence avec ChatGPT, c'est dire créer une pub pour les étudiants, mais il faut être très spécifique, il faut apporter du contexte, il faut apporter des segments, justement bien les valider pour pouvoir aller plus loin et l'amener vers là où vous voulez l'orienter. Il faut juste savoir une chose, c'est qu'il existe autant de types de segments que vous pouvez en imaginer. Tout peut être un nouveau type de segment. Mais pour vous aider, je vous en ai quand même concocté quelques-uns et justement, on va voir quelques exemples ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut les mettre en place. Donc par exemple, imaginons un style. Donc j'ai envie d'écrire quelque chose dans le style de Montesquieu. En somme, ce truc-là, il est incomplet. Parce que si je lui dis d'écrire quelque chose dans le style de Montesquieu, il va écrire ce qu'il veut. Ce qu'il faut, c'est que je lui donne une action à réaliser. Donc une instruction. Et donc là, dans ce cas précis, je vais lui demander d'écrire un article de blog. Et donc ça, c'est un format, c'est un autre segment. Donc écrire un article de blog, c'est le format. Ensuite, il faut justement le contexte. Donc sur quoi est-ce que je vais lui donner un article de blog? Eh bien, le contexte, je vais pouvoir dire par exemple sur l'intelligence artificielle. Et ensuite, je peux rajouter un 3e segment qui va être dans le style de Montesquieu. Et là, je viens de combiner 3 segments différents, une instruction, un contexte et un style. Ensuite, on peut jouer évidemment sur la longueur, donc par exemple on peut dire d'écrire un tweet, on peut jouer sur un multiplier, c'est-à-dire qu'on va lui demander de générer 5, 10, 15 idées. On peut jouer sur la cible, c'est-à-dire qu'on va vraiment venir définir une cible comme on avait vu sur l'exemple du MacBook. On peut définir un rôle, donc ça c'est quelque chose qui est assez puissant, je vais vous montrer un exemple. Donc là par exemple je vais donner un rôle, c'est-à-dire Warren Buffett, et je lui ai demandé de me conseiller sur ma stratégie d'investissement en bourse. Donc là encore une fois j'ai une instruction, j'ai un contexte et je rends ce contexte spécifique en le limitant à la bourse. Ensuite, j'ajoute des choses au contexte. Donc là, ça pourrait par exemple être un chiffre. Je n'ai que 500 € à investir chaque mois. Et ensuite, je rajoute un autre segment justement à ce prompt et mon degré de risque est moyen. C'est-à-dire que j'ai pas envie qu'il me donne des conseils. Dans tous les cas, Warren Buffett n'est pas très risqué sur ses investissements, mais j'ai pas envie qu'il me fasse des tentatives d'investissement risquées. Et donc là, ensuite, il répond avec justement 10 principes de Warren Buffett qui sont les principes que j'ai lu un livre justement sur les stratégies d'investissement de Warren Buffett et c'est exactement ça, ces principes. Donc voilà, ça peut être très utile pour avoir vraiment un professeur personnalisé. Grâce à son nom, ChatGPT va comprendre et va justement vous rendre ce genre de pratique et encore une fois, on l'a fait en accumulant des segments et en étant très spécifique. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est évidemment créer des espèces de guidelines, donc par exemple faire une espèce de génération étape par étape. On peut faire des espèces de milestones qui vont nous aider à processiser une étape. Donc par exemple, donne-moi toutes les étapes pour créer et publier une formation en ligne et automatiquement il va vous donner toutes les étapes. On peut également ajouter des mots d'interdiction si par exemple on a envie d'écrire un email et qu'il y a certains mots qui passent pas dans les emails comme par exemple urgent ou vente ou argent, etc. On peut lui demander dans sa génération d'exclure ces mots-clés. On peut aussi ajouter certains mots-clés si on a envie d'ajouter dans un email des mots-clés spécifiques, on peut lui préciser. Donc par exemple on peut lui préciser d'ajouter des mots comme changer
changement ou addictif si on a envie de faire un email pour vendre une formation par exemple. Ce qu'on peut faire également, c'est créer des templates. Donc là par exemple, j'ai créé un template, génère 10 posts sur Twitter, donc j'ai remplacé à chaque fois les mots qui sont entrecrochés par justement ce que j'ai envie de générer dans le style de Alex Hormozi qui à la base était écrivain. Donc en fait, on peut générer des templates comme ça, et ce qui est fort, c'est qu'on peut aussi demander à ChatGPT de générer d'autres templates à partir d'un prompt qui a déjà marché. Donc ça, vraiment, les templates, je vous inviterai à fond à les utiliser parce que ça peut vraiment vous servir. Alors maintenant qu'on a réglé cette question des segments, on va parler de la relance. C'est un autre aspect des prompts sur ChatGPT qu'on va utiliser plutôt quand on va être un peu en mode discussion avec lui. Et pour ça, il y a plusieurs choses à faire, c'est de ne pas déjà hésiter à lui parler comme un humain. Donc faut pas hésiter à lui demander dans le prompt de rephraser ou alors d'éditer, de modifier, de préciser sa réponse parce que c'est comme ça qu'il va apprendre. Une des choses à faire d'ailleurs que je vous conseille, c'est de ne pas hésiter à demander pourquoi à de multiples reprises. Ça va lui permettre d'aller creuser dans un sujet spécifique. Vous pouvez également lui demander d'aller chercher les sources desquelles il vient de vous proposer ses idées. Donc ça, c'est utile quand on fait de la recherche. On va demander précise tes sources et il va nous donner les sources. Donc voilà, ce qui est important, c'est de comprendre les différents types de relances qu'on peut avoir et on va en voir 3 en exemple. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est demander justement à ChatGPT qu'il puisse m'expliquer quel est le rôle de la tyrosine dans la production de dopamine. Donc ça, c'est un acide aminé qui a des effets, etc. Et il me donne une première définition. Le truc, c'est que j'ai envie qu'il me donne des ressources supplémentaires pour aller creuser les sujets de la définition. Donc là, je lui demande, peux-tu me donner quelques sources pour approfondir? Et il me dit, bien sûr, voici quelques sources académiques. Et comme ça, il me donne pas mal de ressources pour aller creuser le sujet. Mais c'est pas tout, je peux aussi revenir sur son explication précédente en lui disant que elle était un peu complexe, elle était un peu trop scientifique. Donc, peux-tu me réexpliquer en utilisant un niveau collège? Donc là, ça va être une description plus simple pour plus facilement m'imprégner de ce sujet qui est relativement complexe. Dans cet exemple, je demande à ChatGPT qu'il puisse me donner des informations sur pourquoi est-ce que Ronaldo a une fin de carrière chaotique. Donc là, il va me lister 6 arguments, 6 raisons potentielles. Et là, ce que je vais faire justement en réponse de ce prompt, c'est aller essayer de creuser sur le premier argument qui sont les blessures. Ok, tu m'as fait ce constat, mais qu'est-ce qui peut expliquer justement qu'il ait eu des blessures? Et en fait, on peut creuser d'une manière presque indéfinie. Par exemple, ici, je pourrais dire ok, pourquoi est-ce que tu dis que le terrain et les conditions de jeu ont été négatives, etc., etc. Et on peut creuser comme ça un sujet vraiment en profondeur et c'est une des forces de ChatGPT et de ses prompts de relance. Un autre exemple qui va être plutôt lié à la correction, étant donné que ChatGPT a une mémoire qui s'arrête en 2021, on va pouvoir lui donner des choses supplémentaires qui ont été changées. Et précisément dans cet exemple, donc là je prends l'exemple de l'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde en 2022, donc il n'est pas au courant, donc on peut l'informer sur des nouvelles choses. Et ça, je l'utilise souvent quand par exemple je veux lui demander des choses par rapport à une API. Donc une API, c'est quelque chose qui permet de comprendre comment accéder à un outil, aux données d'un outil. Et parfois, certaines API sont mises à jour et lui, il a en mémoire la précédente version de l'API. Donc c'est pour ça que c'est très utile. Ça permet justement de mettre à jour ces informations avec les nouvelles données, des nouvelles documentations. Donc maintenant qu'on a vu justement toutes ces relances, on va pouvoir combiner plusieurs prompts avec plusieurs segments au sein d'une même requête. Pour ça, on va justement pouvoir créer un exemple et j'ai choisi de faire une liste de films donc que ChatGPT va pouvoir analyser et donc je vais lui demander en 3 étapes d'abord de me sélectionner 10 films qui me conseillent sur un sujet spécifique, ensuite de les trier dans un tableau et ensuite de me donner le premier film qui me conseille de voir, celui qui est vraiment le meilleur selon lui. Donc on va faire ça tout de suite et on va regarder les résultats. Donc là je vais lui dire donne-moi 10 films dans le style de Christopher Nolan sans que ce soit lui le réalisateur. Catégorise ces 10 films dans un tableau avec nom, acteurs principaux. Et là, je vais préciser, encore une fois, faut être spécifique, avec en en-tête nom, acteurs principaux, date, année de sortie, synopsis. Ensuite, donne-moi le premier film que tu me conseillerais. Donc là, automatiquement, il va générer tout ça en générant d'abord les 10 films, puis le tableau. Donc là, il a compris ma requête, il m'a donné le film, etc. Mais il me manque encore une fois quelque chose, c'est que dans sa génération, il a créé Inception. Donc là, ce que je vais lui demander, c'est peut-être que mon prompt n'était pas assez clair. Donc là, je vais mettre dans le style de Christopher Nolan, mais il ne doit pas l'avoir réalisé. Mais il ne doit pas réaliser. Voilà, on va régénérer le prompt. Donc, quelle est la différence entre régénération du prompt et
le fait d'aller en dessous, c'est tout simplement s'il a fait une erreur, on va le régénérer. Ou alors on peut vouloir le corriger tout en voulant garder le premier. Donc là typiquement ça illustre le problème, je vais arrêter la génération et je vais lui dire, je vais le corriger, donc là je vais lui dire Inception a été réalisé par Christopher Nolan. Je t'ai précisé qu'il ne devait pas régénérer. Ok. Donc là on va faire entrer et là automatiquement il prend conscience de son erreur et il va refaire une liste et normalement on devrait plus avoir Inception. Donc voilà, là il régénère tout ça et en principe à la fin on aura tout ce qu'il nous faut. Voilà, donc là il a terminé et il m'a conseillé Looper en premier et il a bien tout compris, donc il m'a bien sorti 10 films listés dans un tableau avec justement le choix de Looper à la fin. Donc maintenant on va voir la chose la plus importante quand on parle de ChatGPT et quand on a envie d'avoir une réflexion profonde, c'est le Tree of Thoughts ou TOT en anglais. Donc ce qui veut dire en français l'arbre de pensée, et c'est un modèle qui va nous permettre de faire réfléchir ChatGPT à notre place en ayant une méthodologie en 3 étapes qui va l'amener à réfléchir sur ses propres générations. Donc la première étape c'est l'étape de brainstorm et c'est là où on va demander à ChatGPT de générer plusieurs scénarios possibles pour répondre justement à notre problème. Et donc pour ça je lui ai posé la question suivante, j'ai un problème lié à ma conversion sur mes publicités Meta, donc Facebook, peux-tu imaginer 3 solutions pour y remédier? Tu peux considérer les facteurs, donc encore une fois en divisant segments. Ma requête c'est que j'ai un problème, peux-tu imaginer 3 solutions? Donc j'ai un problème égale contexte, peux-tu imaginer 3 solutions égale instruction, et ensuite on a les facteurs suivants qui sont d'autres segments. Ma cible sont ceux qui veulent apprendre le no-code et je vends une formation via la publicité Facebook. J'ai 2 audiences et 2 publicités. Mes audiences ont un ROAS, donc c'est un retour sur l'investissement sur ad spend de 0,2, ce qui est très faible, et un coût par lead à 40 €, ce qui est énorme, et un taux de conversion sur site de 0,1% qui est très faible. Et donc j'ai fait exprès de lui dire ça pour qu'il puisse m'aider. Il va me donner 3 propositions, donc d'abord la segmentation, le ciblage plus précis, etc. Ensuite l'amélioration du contenu et de l'appel à l'action, donc il me donne des pistes pour justement améliorer, donc soit ça vient de la segmentation sur Facebook, soit ça vient de l'appel à l'action et du contenu directement, soit ça vient de la stratégie d'enchère. Donc il me donne les 3 possibilités et ça c'est la première phase du Tree of Thoughts. La deuxième étape, ça va être de le faire réfléchir sur ces 3 possibilités pour qu'il puisse déterminer laquelle serait la plus appropriée. Et ça c'est la phase justement de réflexion de ChatGPT et c'est là où on va lui demander justement de faire preuve d'analyse sur ce qu'il vient de lui-même générer. Et donc ici je vais lui dire pour chacune des solutions, évalue leur potentiel de succès en termes financiers, en termes de risque, et là où la probabilité que ça fonctionne soit la plus grande. Et il me régénère les 3 propositions, sauf que cette fois, il utilise les 3 critères pour justement analyser ce qu'il vient de dire, donc potentiel financier, risque et probabilité de succès. Mais à la fin, il me dit que pour un impact financier maximal, la première option est la plus prometteuse, bien qu'elle puisse nécessiter un budget initial. Et la 3e option, c'est peu risqué, mais il y a un potentiel financier qui est plus limité que la première. Donc voilà, il me détaille vraiment en chaîne comme ça. Et la dernière chose, c'est d'étendre justement son raisonnement en allant plus loin. Parce que là, il vient de générer les idées, mais comment est-ce qu'on met en place ça? Et bien pour ça, je lui ai défini une règle. Je lui ai dit pour chacune des solutions, dis-moi comment mettre en place et essayer de déterminer quels pourraient être les obstacles potentiels. Projette-toi dans la phase de résultat. Donc je l'invite à essayer d'imaginer ce qui va se passer et dont le retour d'investissement chiffré sur les 3 méthodes. Et donc là, pareil, il va prendre les 3 éléments sur lesquels il a réfléchi et il va essayer de me mettre en place. Donc mise en place, il me détaille la roadmap. Encore une fois, après, je pourrais creuser. Par exemple, dans la segmentation partie mise en place, est-ce que tu peux plus détailler? Pareil pour les obstacles potentiels, mais qu'est-ce que vraiment pourraient être les obstacles? Quels sont les risques peut-être liés à ces obstacles potentiels? Le ROI, là il me dit un truc chiffré très précis. Si vous réussissez à doubler votre retour sur ad spend à 0,4 et de réduire votre coût par lead à 20 €, l'investissement pourra être récupéré assez rapidement. Donc voilà, il me donne tout ça et en fait après ça me permet justement d'avoir une vraie stratégie de réflexion beaucoup plus complexe que si j'avais juste dit des prompts comme ça à la volée. Là, je l'invite vraiment à réfléchir et surtout à analyser ce qu'il vient de dire et ce qu'il vient de générer. Et ça, c'est une des choses les plus puissantes dans ChatGPT que peu de personnes connaissent. Et ça, pensez à l'utiliser si vous avez des réflexions stratégiques à faire sur votre business ou quelque chose qui ne fonctionne pas. Pensez à le faire lui-même réfléchir dans un processus justement de Tree of Thoughts.
Dans cette partie, on va parler de la personnalisation. Donc la personnalisation, ça va être des types de segments spécifiques qui vont jouer des rôles dans la manière dont ChatGPT va répondre. Et je les ai divisés en 5 catégories bien distinctes. Il y a les types, donc les types de réponses. Est-ce que la réponse doit être détaillée? Est-ce que la réponse doit être précise? Est-ce que la réponse doit être formulée à la première personne, à la deuxième personne, à la troisième personne, au vous, au tu, etc. Donc ça va être vraiment son type de réponse. Comment est-ce qu'il va structurer sa réponse de manière grammaticale? Est-ce qu'il va devoir faire des phrases courtes, etc. Est-ce qu'il va devoir le faire en français, en anglais? Donc ça, c'est les types de personnalisation qu'on peut avoir. Ensuite, on va avoir les tons. Est-ce qu'il est joyeux, empathique, persuasif? Donc persuasif, par exemple, ça va être utile quand on va parler de pages de vente, quand on va parler d'emails de vente, etc. Vous pouvez aller voir tous les tons que j'utilise, que j'ai listés dans la base de données Prompt Maestro, où vous avez des tonnes de prompts et notamment les tons. Je l'ai réalisé en partenariat avec Softer, qui ne sponsorise pas cette vidéo mais qui m'accompagne sur la création de cette base de données, et donc vous pourrez retrouver tout un tas de tons différents. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'amener de la personnalité au travers d'éléments de langage, et les tons c'est un bon moyen justement de passer cette idée. Ensuite il y a les styles, donc là ça va être plutôt un style d'écriture comme on l'a vu avec Alex Hormozy précédemment dans la vidéo. Ça peut être vraiment un style d'écrivain, ça peut être un style d'humour, ça peut être voilà, peu importe, mais il y a différents styles, soit qui sont liés à des styles artistiques, donc des auteurs, etc. Ensuite il y a plutôt les rôles, donc là ça va être une entité, donc ça peut être une personne qui va jouer un rôle, comme par exemple un expert en neurosciences ou un entraîneur de foot tacticien qui a été formé en Italie, qui connaît tout au foot. Et ça peut être également la créativité, donc il faut savoir que les modèles de LLM, dont notamment ChatGPT, fonctionnent avec ce qu'on appelle la température. Donc la température, vous pouvez le retrouver dans le playground, mais vous pouvez pas le retrouver de manière directe dans ChatGPT. Donc vous pouvez dire basse température pour que ce soit plutôt formel et plutôt académique, et haute température quand vous voudrez titiller un petit peu la créativité de ChatGPT. Donc là je suis dans ChatGPT et ce que je peux faire, c'est tout simplement venir lui demander de me générer un outline pour une formation que je pourrais faire sur Bubble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire je vais lui donner son rôle, ensuite je vais lui donner du contexte, je vais lui donner sa tâche et je vais lui donner des segments de précision afin d'affiner un petit peu ma requête. Donc là, si je suis là-dessus, je commence, je vais dire tu es un expert, je précise le .io pour qu'il sache que je parle de Bubble.io qui a 10 ans de métier sur l'outil. Donc là je précise son rôle, ensuite je vais lui dire sa tâche, donc créer un outline, donc c'est un espèce de sommaire un peu décomposé, le plus large possible, indenté. Donc indenté, ça veut dire qu'il y a des sous-parties, etc. d'une formation. Cette formation doit être complète, s'adresse autant, donc là encore, là c'est la cible, complète c'est un segment de précision, s'adresse autant aux débutants qu'aux avancés et qui porte sur tout ce que compose l'outil. Et là je vais préciser donc les bases de données, le design, le responsive, etc., etc. Donc là je vais vraiment donner toutes les idées, le responsive, les plugins, les réglages, les API. Fais en sorte, là je précise encore, que les vidéos ne soient pas trop longues. N'hésite pas à détailler. Voilà, et donc là je vais attendre qu'il me génère justement tout ça. Voilà, donc là il a terminé, c'est plutôt satisfaisant ce qu'il a fait, mais il y a 2-3 choses que j'aime pas. J'aurais préféré un outline tout dans la même partie, c'est-à-dire que conclusion et ressources auraient dû avoir devant la phrase. Voilà, donc là il a terminé la génération et on voit tout de suite que c'est beaucoup mieux. Il a fait exactement ce que je lui ai demandé, il a précisé la partie sur les projets en faisant des sous-parties et il a mis tout sur une même outline. Donc il a tout compris et c'est là qu'on voit vraiment la puissance de ChatGPT, mais on va continuer avec la prochaine partie. Voilà, maintenant que vous savez à peu près toutes les bases sur ChatGPT, on a couvert à peu près tout, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le pragmatisme et je vais vous montrer des cas d'usage que moi je peux utiliser. Alors évidemment, ils vont être spécifiques à mon métier, à ce que je fais, mais n'hésitez pas à répliquer justement ces process dans tout ce que vous faites. Je pense que ça pourra vraiment vous aider et on attaque tout de suite. Donc ensuite, une autre phase qu'on peut utiliser, c'est le fait de pouvoir générer des nouvelles idées de script, par exemple pour une vidéo YouTube, à partir d'exemples qu'on avait déjà. Donc là c'est ce qu'on va faire dans cet exemple précis. Je vais lui donner un script d'une de mes vidéos YouTube pour qu'il en génère un. Donc là je vais lui dire je vais t'envoyer un script et un nouveau script pour une vidéo YouTube sur une autre thématique. Dis OK pour me montrer que tu as compris. Ah, donc là
je lui dis, voilà, il me dit je suis prêt à recevoir le script. Là, hop, donc là je vais lui envoyer le script et là il va me répondre normalement merci, c'est une analyse profonde, etc. Je peux essayer de créer mais sur une thématique différente. Et là il me demande quelle serait la thématique. J'ai envie, je souhaite que tu puisses créer une vidéo sur les haters et comment les gérer au quotidien. Donc là il va me générer un script de vidéo YouTube en fonction de ce que j'ai fait et ce que j'ai fourni avant. Alors ensuite on peut voir justement ce qu'il nous a généré. Donc là il parle des haters, il explique pourquoi est-ce que les haters agissent ainsi, etc. Donc là c'est quelque chose qui est relativement court parce qu'en fait ça va avec la quantité de données qui est capable de générer ChatGPT, mais évidemment ensuite on peut lui demander de préciser un point spécifique. Donc là par exemple comment reprendre le contrôle, on pourrait creuser ça, on pourrait creuser ça, on pourrait creuser ça, etc. Mais il y a des choses que j'ai bien aimées surtout dans le style, c'est-à-dire que la manière dont moi j'avais organisé les choses, c'est justement de pouvoir avoir une espèce de réflexion philosophique et ensuite de trouver des outils pour trouver la solution justement. Et ici il a repris un petit peu la même formule en utilisant les outils. Donc voilà comment est-ce qu'on peut créer un script de vidéo YouTube. Encore une fois, là c'est bien de lui faire réfléchir sur ce qu'il a dit, analyse justement ce que tu as écrit et essaye de voir où est-ce que tu pourrais creuser le sujet davantage. Et c'est comme ça ensuite qu'on va arriver à un script complet pour une vidéo YouTube. Et ensuite un autre cas d'usage quotidien, c'est tout simplement un truc auquel on pense pas forcément tout le temps, mais qui nous sert grandement, c'est justement la capacité à inventer des recettes avec ce qu'on a dans le frigo. Il y a plein de services qui font ça, mais bon, ChatGPT c'est à portée de main, c'est dans le téléphone, donc c'est facile. Par exemple, si on lui dit j'ai besoin de toi pour créer une recette saine avec ce qu'il me reste dans le frigo et qui ne prenne. Donc là, encore une fois, je lui ai dit action et je lui ai donné du contexte avec ce qui me reste dans le frigo, moins de 30 minutes et je vais rajouter d'autres choses. Donc il me reste du saumon, des tomates cerises et du yaourt grec. Voilà, et donc là le but c'est qu'il génère justement une recette et endives braisées accompagnées de saumon grillé, sauce au yaourt grec et aux tomates cerises. Et en fait, automatiquement, il va inventer une recette de lui-même, justement pour pouvoir aller chercher ce qu'on a dans le frigo et pouvoir l'utiliser. Donc ce qu'on peut faire également avec ChatGPT, c'est créer un programme de fitness. Personnellement, ça fait 6 ans que je fais du HIIT et c'est ce qui m'a permis de me maintenir en forme depuis. Et donc, je fais souvent des exercices, mais parfois ça peut être un peu répétitif. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est lui dire de me faire un planning d'une séance de HIIT très intensive en éliminant des exercices ou en favorisant d'autres exercices. Donc là, je suis dans ChatGPT et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire crée-moi une séance de 30 minutes avec des pauses de 30 secondes toutes les 5 minutes, des séries et 5 séries de 3 répétitions et 3 séries de 5 répétitions avec des exercices qui font travailler le dos. Et donc là, automatiquement, on lui a donné un contexte, on lui a donné plein de segments différents justement pour qu'il puisse valider des segments de multiplication avec les séries, des segments des exercices qui font travailler le dos et voilà, automatiquement il va me créer cette séance avec à chaque fois justement des exercices et ce qu'on peut faire ensuite c'est lui préciser par exemple Superman qu'est-ce que c'est, etc., etc. Et donc automatiquement on a un coach sportif sur mesure dans ChatGPT. Donc moi je l'utilise beaucoup pour ça parce que ça me permet de varier les différents styles et ensuite je vais sur Google pour visualiser un style où je peux lui demander de m'expliquer, mais c'est plus facile d'aller sur Google pour essayer de trouver l'exercice qu'il me demande, mais en tout cas ça c'est vraiment un truc qui peut vous servir. Donc la première chose qu'on va tenter de faire, c'est essayer de faire un tuto en fait par ChatGPT sur comment faire une fonction X ou Y. Encore une fois, pensez toujours à la limite de 2021 pour ChatGPT. Avant, il sait, après, il ne sait pas. Par exemple, si je lui demande comment transformer des sous-titres en un texte animé dans Premiere Pro, il me dira qu'il ne sait pas tout simplement parce que cette fonctionnalité a été ajoutée après. Donc pensez bien à ça parce que parfois vous pouvez avoir des résultats qui sont pas ce que vous voulez, mais sur des trucs basiques ça va marcher. Donc là dans ChatGPT, si je lui dis tu es un expert sur Premiere Pro, dis-moi comment créer un calque sur la timeline. Donc là, je vais poser la question et automatiquement, il va me faire un espèce de petit tutoriel comme on pourrait avoir une vidéo YouTube. Là, il me dit ouvrez le projet, etc. Allez dans le panneau projet. Ensuite, il va me dire qu'il faut cliquer sur le bouton nouvel élément et ensuite, vous pouvez choisir quelques défaits. Ce qu'on peut faire également avec ChatGPT, c'est essayer d'apprendre avec lui. Et ça va de plusieurs manières différentes. Il y a d'abord apprendre par exemple le no-code, apprendre le montage vidéo. En ce moment, je suis en train
train de réapprendre le montage vidéo sur Premiere et donc voilà, il y a plein de choses à réapprendre et plutôt que d'essayer d'aller chercher des vidéos YouTube, etc. en fait, on peut demander directement à ChatGPT. Je vais vous partager 2-3 exemples de comment est-ce que j'utilise ChatGPT pour apprendre et j'espère que vous pourrez les réutiliser dans ce que vous faites. Ensuite, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'apprendre un livre et pour ça, je vais vous donner une méthode. Alors, il faut que le livre soit sorti avant 2021 et qu'il soit un minimum connu pour que ça marche, mais n'hésitez pas à faire ça. Et donc ici, ce qu'on peut dire, c'est d'abord de résumer comme si c'était l'auteur du livre, le livre en question de manière très détaillée. Donc pour ça, on va prendre un exemple qui est par exemple Atomic Habits, qui est un livre sur les habitudes que je vous recommande de lire, qui est top. Et donc on va dire tu es James Clear, donc qui est l'auteur du livre, et je veux que tu me résumes de manière très détaillée la structure du livre, puis je te poserai des questions pour creuser certains aspects. Voilà, donc là, hop, je lui donne une première guideline, encore une fois, et il va me résumer, donc forcément il me dit que c'est pas James Clear, et donc voilà, il va me détailler vraiment tout le livre, et ensuite je vais pouvoir venir creuser comme ça dans les fondamentaux du livre, et l'idée c'est vraiment à chaque fois d'aller chercher un point spécifique et de creuser, et de creuser, et de creuser. Et en fait, vous allez voir que ça va vous donner une bien meilleure approche que de lire le livre de manière passive, etc., parce que là, vous allez être actif. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut aller plus loin justement avec cette méthode-là. Par exemple, ici, je vais lui demander dans la partie 4, les règles avancées, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas manquer 2 fois? Peux-tu détailler pourquoi il ne faut pas manquer de... Et là, vous voyez à quel point c'est intéressant cette stratégie parce qu'à partir d'une petite ligne, donc partie 4, numéro 4, il m'a généré quasiment limite un article de blog pour détailler justement sa pensée. Et encore une fois, je pourrais continuer, je pourrais dire à quel point c'est lié aux identités, pourquoi est-ce que ça réduit les dommages, etc. Et je peux creuser et creuser, je peux même faire appel à des sources externes en disant ok, est-ce que tu as déjà vu ça autre part ou de ce genre de choses. Donc c'est vraiment un très bon moyen d'apprendre plutôt que de lire des livres en somme. Donc ensuite, je peux lui demander comment est-ce que je peux apprendre le montage vidéo et encore une fois, je vais lui demander de me citer des ressources. Donc cette fois, on va pas creuser par rapport à quelque chose qui génère, on va juste lui demander de nous donner des ressources en particulier. Et ça va être très utile justement pour ouvrir à l'extérieur de ChatGPT et avoir des choses. Donc là, il nous parle de YouTube, etc. Par exemple, il va citer différentes chaînes. Donc ça, c'est des chaînes qui existaient avant 2021 et qui sont quali, mais qu'il a pu aller chercher. Ensuite, il va nous donner des plateformes, etc. Donc voilà, ça, c'est typique, un truc vraiment très bien. Et ensuite, encore une fois, on peut creuser, on peut dire par exemple pourquoi est-ce qu'il aime la chaîne de grains versus d'autres choses, etc., etc. Mais ça, lui demander des ressources pour apprendre, ensuite on peut lui demander des roadmaps, etc. C'est quelque chose que je fais très souvent. Alors évidemment là c'est assez large parce que j'ai pas fait une requête très large, mais si on est plus spécifique, on peut avoir de meilleurs résultats. Ensuite, le dernier use case pour justement utiliser le plein potentiel de ChatGPT, c'est d'utiliser ChatGPT comme un prof pour apprendre les langues. En fait, ça c'est vraiment un truc que je fais de manière assez régulière pour justement apprendre les langues et avoir un espèce de correcteur. Et ça, pour le coup, vraiment ChatGPT c'est vraiment génial parce que ça peut vous expliquer un peu comme vous le souhaitez les erreurs que vous faites et ça vous permet d'avoir un dialogue avec quelqu'un. Donc là par exemple je vais écrire une phrase en portugais, je lui ai dit qu'il doit être un professeur de portugais niveau intermédiaire et de me corriger. Donc là je vais lui parler en portugais et là il me répond c'est bon, c'est voilà, ouais. Là il me dit est-ce que tu veux continuer de parler de tes plans d'aujourd'hui ou est-ce que tu as un sujet en particulier que tu as envie de parler. Et là je peux continuer comme ça et en fait j'ai un prof de langue entre guillemets dans la poche. Là c'est important de créer comme ça une conversation qu'on va dédier à ça et puis de poser toutes les questions de manière régulière et ensuite dès qu'on va faire des phrases il va nous corriger. C'est encore un use case que vous pouvez utiliser. Maintenant, je vais vous montrer 2 nouvelles étapes où on va utiliser quelque chose qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent sur ChatGPT. On va commencer à rentrer dans GPT-4 et notamment le code interpreter. Donc là, je vais vous montrer 2 exemples pour creuser un petit peu là-dedans et voir ce qu'il est capable de faire, surtout au niveau des analyses. Ça, c'est un autre exemple que j'avais fait il y a quelques semaines où j'ai utilisé le code interpreter pour justement avoir ChatGPT qui va raisonner autour des stats de mes vidéos YouTube. Quand vous faites des vidéos sur YouTube, vous pouvez exporter vos statistiques, les vues,
vues, les dislikes, etc. Et automatiquement, vous pouvez créer, juste manipuler les données pour les créer. Et en fait, il va jouer le rôle d'un data scientist pour nous. Et donc là, je vais lui dire, you are the best YouTube data analyst ever. Donc tu es le meilleur data analyst qui ait jamais existé. Et ça, c'est mes stats sur YouTube. Est-ce que tu peux trouver des patterns intéressants là-dedans? Donc j'ai envoyé le fichier tel quel. Et en fait, il a fait tout un processus de réflexion. Il m'a sorti des graphiques avec un peu mon évolution. Donc là, j'ai eu un pic. Et ensuite, sinon, voilà, ça continue un peu comme ça. Les likes, les dislikes, le watch time et les abonnés au fil du temps. Donc voilà, j'ai eu un petit pic ici et puis ensuite, ça a continué comme ça. Et après, il me dit, par exemple, il fait des corrélations entre les j'aime et les j'aime pas. Ensuite, il vient aller chercher les top vidéos par vue, les top vidéos par likes et les top vidéos par le nombre d'abonnés générés. Donc là, il me dit que la vidéo la plus vue, c'est comment créer un podcast. Ma vidéo la plus likée, c'est comment créer un podcast. Normal, en général, ça va un peu de pair. Et ensuite, il me dit quelle est la relation entre les impressions et le click-through rate. Donc, c'est le nombre de gens qui cliquent sur une vidéo. Donc là, voilà, il me met toutes les vidéos comme ça. Il me fait une analyse. Et ensuite, je peux lui continuer. Je fais qu'est-ce que doit être mes prochaines vidéos par rapport à ce que tu as déjà analysé. Donc là, il va refaire pareil un processus et il me dit que ici, il y a certains patterns, donc là, comment créer un podcast, etc. Et ensuite, à la fin, je lui dis que c'est trop large son analyse, donne-moi une liste de 10 vidéos. Donc là, il me donne une liste de 10 vidéos à explorer en fonction de ma chaîne et en fonction de ce qui a bien marché. C'est là où on commence vraiment à arriver vers des choses très intéressantes puisque en le faisant analyser des données, il va être capable de nous ressortir des données très précises. Et ce qui lui manque parfois, c'est peut-être le côté analytique et le côté analyse justement qu'on peut manquer, nous en tant qu'humains, et que la data ne manque pas. Et si on associe une bonne communication avec des données spécifiques, donc de la data, on commence à avoir un truc vraiment hyper performant. Et donc là, on peut voir qu'il y a certaines choses qu'il m'a proposées qui sont vraiment pas mal. Par exemple, la deuxième, AI Tools Showdown, donc c'est comparatif des meilleurs 5 outils. Podcast Editing Tool, c'est pas mal. Ça pourrait être mieux, mais encore une fois, on peut le faire réfléchir par rapport à ça. Mais globalement, c'est vraiment très utile pour ce cas d'usage spécifique. Dans cette partie, on va essayer de comprendre quels sont les Custom Instructions et comment est-ce qu'on va pouvoir les maîtriser pour avoir des meilleurs résultats sur ChatGPT. Donc ce qu'il faut comprendre avec les Custom Instructions, c'est en gros, ça va être quelque chose de méta qui va aller au-delà des nouveaux chats. Et donc c'est là où on va pouvoir vraiment définir une sorte de background, donc des détails sur comment est-ce qu'on veut qu'ils puisse nous donner des meilleures réponses, donc plutôt donner des informations sur nous. Et là, on va pouvoir blinder de contexte. Là, vous voyez qu'on a 1500 caractères, donc on peut vraiment aller loin dans les précisions de ce qu'on est. Et ensuite, on peut définir une réponse de ChatGPT. Et encore une fois, ici, on va pouvoir utiliser des segments et additionner les segments pour avoir vraiment quelque chose de très spécifique. Donc là, par exemple, je peux dire je suis créateur sur YouTube. Alors, on peut même préciser le segment. Donc, on peut faire travail. Ensuite, on peut dire mission, pour justement essayer de comprendre ce que je dois faire. J'aide les entrepreneurs à créer leur business sans coder. Ensuite, je sais pas, je peux dire par exemple mon ton plutôt friendly et familier sans être aussi. Je peux ensuite venir définir comme ça quels sont mes objectifs, etc. Vraiment, je suis assez libre. Et ensuite, je peux lui demander aussi comment est-ce qu'il répond de manière générale. Et c'est quelque chose qui va venir au-dessus du prompt. Et moi, je vais lui dire tu es des opinions et que tu me dises si tu penses que ce que je fais est mauvais, à me guider dans tes réponses pour que mes prompts soient de plus en plus efficaces. Donc une fois que c'est fait, là voilà, je vais pas aller plus loin parce que l'idée c'est juste de montrer un petit peu comment ça marche. Je peux sauvegarder et là dès que je vais créer un chat, automatiquement il y aura ces données là-dessus. Je peux lui dire je m'étais fixé un objectif de allez, on va dire 15 vidéos YouTube pendant l'été que je n'ai pas atteint. Quel feedback peux-tu me donner sur ma stratégie? Et là, on va voir, normalement, il comprend justement ce que je fais et ce que j'essaye de faire et il va essayer d'appliquer tout ça. Voilà, et là, vous avez vu qu'il a dit directement opinion franche parce que je lui ai dit d'être franc avec moi. Donc voilà, là, on peut voir qu'il me répond d'une manière franche. Il me dit, mais c'est beaucoup si tu cherches à maintenir une qualité élevée, qualité, quantité, bref. Donc évidemment, l'exemple n'est peut-être pas le meilleur, mais ça vous donne une idée sur comment ces custom instructions peuvent
prendre le pas sur justement ce qu'on a à dire dans un chat spécifique. Donc voilà, c'est à vous de l'utiliser, de le décocher, de le cocher quand vous en avez besoin, de le mettre à jour. Mais si vous avez plusieurs chats avec le même rôle et les mêmes patterns, c'est intéressant de les garder. Encore une fois, je mettrai le lien de ma base de données en description, donc n'hésitez pas à aller travailler vos prompts et à les sauvegarder, notamment les custom instructions. Alors maintenant on va passer à la partie plugins et le but ça va pas forcément être de vous faire un tour de tous les plugins, je vais vous en donner quelques-uns évidemment, mais le but c'est plus de comprendre la démarche avec les plugins parce qu'évidemment il y en a plus de 700, peut-être même plus à l'heure actuelle, donc on peut pas tous les voir en même temps, mais il y a quelques trucs que vous devez comprendre quand il s'agit des plugins. Donc, la première chose à faire avec les plugins c'est déjà comprendre comment est-ce que ça fonctionne et pour ça rien de plus simple, il suffit de demander à ChatGPT. Donc là j'ai installé plusieurs plugins, donc YouTube Summaries qui est ici, Whimsical Insights et VoxScript. Et donc je vais demander par exemple how does the VoxScript, alors là je le mets en anglais, c'est un réflexe, mais comment est-ce que le plugin de VoxScript fonctionne, works. Et donc là il va répondre en expliquant comment est-ce qu'il fonctionne, et ça c'est très intéressant parce qu'en fait il va aller accéder à la documentation. Donc voilà, là il m'a expliqué un petit peu, mais ce qu'on peut faire pour aller plus loin c'est lui demander quelles sont les requêtes pour justement toutes les fonctionnalités, quelles sont les requêtes que je dois inclure dans mon prompt pour déclencher les fonctionnalités. Et là je peux préciser, peux-tu me classer tes réponses dans un tableau au format commande description. Donc là il va générer automatiquement tout ça avec toutes les requêtes, que je vais pas toutes les faire, je vais pas attendre la fin, mais voilà, il me montre get Google Search Results pour trouver des informations sur Google, get current time pour avoir, et voilà. Et ça c'est très important de noter ces commandes là et de les stocker dans par exemple ma base de données pour justement pouvoir vous référer à ça quand vous en avez besoin. Pas forcément besoin de tout prendre, mais juste de prendre les commandes dont vous avez besoin, et c'est pareil pour littéralement tous les plugins. Tous les plugins fonctionnent de la même manière, il y a une API qui est derrière, donc pour atteindre une API, vous avez des commandes spécifiques que l'intelligence artificielle va essayer d'identifier, et donc c'est important de garder les requêtes dont vous avez besoin. Là par exemple, j'aime bien celui-là, trouve-moi des vidéos sur la productivité pour entrepreneurs. Encore une fois, c'était la Custom Instructions qui est toujours là. Donc là, automatiquement, ça va le déclencher et il va aller chercher VoxScript. Là, j'ai réutilisé l'exemple qu'il m'a donné pour aller me chercher ces informations. Donc là, voici quelques vidéos pour la productivité et il va me chercher les vidéos. Voilà, donc il me dit toutes les vues, etc. La technique pour être plus productif. Denzel, salut Yomi. Et donc voilà, la vraie routine matinale d'un entrepreneur à 6 chiffres. Et il me sort de manière un peu aléatoire des vidéos YouTube. Ça, c'est quelque chose qui est très cool et qui fonctionne plutôt bien. Vous pouvez ensuite aller chercher évidemment ce que vous voulez directement là-dessus. Ça, c'est un autre use case qui est vraiment incroyable et je l'ai déjà fait parce qu'il met un petit peu de temps à processer tout ça, mais je sais pas si vous vous souvenez de quand on avait fait un outline d'une formation Bubble. Et bien tout simplement j'ai repris cette outline et j'ai mis la commande peux-tu créer un diagramme à partir de ça. Avec le plugin de Whimsical, il m'a directement créé un diagramme, donc une mind map, et que je peux visualiser, aller voir ou modifier dans Whimsical directement. Donc ensuite je peux visualiser la mind map qui vient de me créer et qui a été faite en automatique en 10 secondes directement pour la modifier dans Whimsical et l'éditer. Ça c'est un truc qui est vraiment game changer. Je sais pas si vous vous rendez compte du gain de temps que ça représente. Moi en tout cas je l'utilise énormément pour tous mes contenus. Ensuite il y a un autre plugin qui va peut-être vous être utile, c'est Prompt Perfect qui va vous aider à créer des prompts. Là on peut faire par exemple Perfect et on peut dire les besoins pour créer février italien en Midjourney et d'inspiration cyberpunk. Donc là automatiquement ça va aller chercher l'API de Perfect Prompt et ça va m'aider à générer le prompt. Voilà, là c'est fini, la génération est pas top, mais enfin c'est pas un prompt qui sera très bien reçu par Midjourney, mais ça peut aider en tout cas en termes d'idées sur comment est-ce qu'on peut avoir le rendu. Si par exemple je mets ces mots clés là, etc., bah, je pense que je peux avoir des résultats. Alors évidemment je pense que ce serait encore mieux en anglais, mais déjà il a compris ce que je voulais faire et surtout il m'a donné plein d'idées pour ensuite aller créer mon prompt. Donc Prompt Perfect, c'est vraiment un truc assez incroyable. Ensuite la dernière étape c'est de configurer Zapier. Donc encore une fois je lui ai demandé comment est-ce qu'il fonctionnait. Le truc vraiment important c'est le Get Configuration Link parce que c'est à partir de ça que vous allez pouvoir setup les automatisations. Donc là automatiquement il va vous rediriger vers une page, il va falloir vous inscrire, etc., mettre le mot de passe, et une fois que vous passez cette étape ici, vous allez pouvoir accéder justement à différentes actions. Donc là vous pouvez ajouter une nouvelle action, vous pouvez choisir dans plein d'actions différentes, envoyer un email, etc. Donc create a new email, send an email, etc. Il va aller chercher, voilà, et donc là on peut utiliser plein d'autres
l'outil pour envoyer un email et à partir de ce moment-là, on va pouvoir ensuite ajouter une action. Donc là, par exemple, si on fait SendGrid, il va nous demander de connecter un compte, etc. Ensuite, on va pouvoir activer l'action et ensuite, on va définir une sorte de mot-clé. Ça, j'en avais fait une vidéo séparée, donc je vais pas revenir dessus. Et ça vous permet en gros de, juste avec un mot-clé, de pouvoir trigger cette action. Donc là, si par exemple, je reviens là-dessus et que j'avais écrit send email comme ça et que ensuite j'avais mis le contenu de l'email, bah, ça aurait déclenché le Zap sur Zapier. C'est pas encore parfait, il y a encore beaucoup de travail pour que ça le devienne, mais c'est une très bonne chose pour justement pouvoir automatiser des choses à partir de ChatGPT. Après, pour moi, en général, l'automatisation, elle va plus se passer derrière. Donc, quand on va utiliser Make ou des outils comme ça, le plugin de Zapier est là et il peut vous servir plutôt quand vous allez faire des séquences avec différents plugins. Par exemple, ici, on pourrait réutiliser le lien qui a été fait du diagramme pour le renvoyer quelque part, etc., etc. Donc gardez Zapier dans un coin de la tête, je pense que ça peut vous... Et voilà, j'espère que cette formation ultime sur ChatGPT vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Je vous mets le lien en description de ma base de données de prompts. Vous pourrez y accéder pour améliorer vos prompts, justement. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sinon, si vous avez envie de continuer avec l'univers de l'IA, vous pouvez regarder cette vidéo où je vous présente justement des plugins sur ChatGPT.